Bonjour à vous. Je vois que vous êtes très nombreux et nombreuses. Je vous en remercie. On va commencer, si vous le voulez bien, en musique. شنشنتي زبقاتيني ما يلي غريبة وقد ولدنا كيني ما يلي غريبة سلد قبرنوس دي السيالة الزيزين ميسي تحبير القوت وسند بقاروس تزين مغاريت سلد قبرنوس دي السيالة الزيزين ميسي تحبير القوت وسند بقاروس تزين تسلد الفيروز طلعت السلايتي جبادين يا لاش الزنديد مغارتاس نتصفار تقديمين سلد الفيروز طلعت السلايتي جبادين ياش الزنديد وغرباس نتصغر تقليدين يا لا لا يا لا 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 درش الزنديد مغار يا لا لا يا لا 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 سنتصغر تقليدين شنشنتي زبقاتيني ما يلي غريبة Ce 26 mai 1993, une belle lumière inonde la baie d'Alger. Au 4e étage d'un immeuble de la cité populaire d'Aïd Bediane, à l'ouest de la ville, un homme vient de prendre le petit déjeuner avec sa femme et ses 3 filles. Des fenêtres ouvertes montent les bruits du parking où est garée sa voiture. Une brise encore fraîche traverse l'appartement. L'homme regarde sa montre, 8h50, l'heure de partir au travail, ou presque. Dans la cuisine, la radio grésille puis fait entendre les premières notes d'une chanson qui éveille l'attention de toute la famille. Avava Inouva. Sa femme se lève, traverse la pièce d'un pas léger et augmente le volume du poste. L'homme sourit. Ah, que ne ferait pas Ferrugia pour me garder 5 minutes de plus auprès d'elle, se dit-il en regardant amoureusement sa femme. Avava Inouba, une des plus belles chansons d'Idir,
son vieux copain. À ses côtés, la plus grande des trois filles entonne déjà les paroles du premier couplet. La seconde esquisse des pas de danse sur le tapis, tandis que la troisième contourne la table, grimpe sur les genoux de son père et traduit en français les paroles de la chanson kabyle. « Mon petit papa, je t'en prie, père Inouba, ouvre-moi la porte. Ô fille Griba, fais teinter tes bracelets. Je crains l'ogre de la forêt, père Inouba. Ô fille Griba, je le crains aussi. » 5 minutes plus tard, l'homme embrasse ses filles, enlace tendrement sa femme, puis se dirige vers la porte de l'appartement. Les paroles de la chanson l'accompagnent dans les étages avant de s'évanouir. Au moment de franchir le seuil de l'immeuble, il songe à la journée qui l'attend, la conférence de rédaction du matin, le déjeuner avec cet ami écrivain qu'il n'a pas vu depuis longtemps, l'article qu'il doit écrire pour Rupture, l'hebdomadaire dont il assure la direction. La voiture est là, sur le parking. Les reflets du soleil paraissent faire éclater les vitres. La journée sera chaude. Du balcon du 4e étage, sa femme le regarde se diriger vers le véhicule. L'homme ouvre la porte, s'installe au volant, baisse les vitres pour faire entrer l'air du matin. Sur le siège à côté de lui, un exemplaire de Rupture paru la veille, comme tous les mardis. Avant de démarrer, il ouvre machinalement le journal à la page de sa chronique, dont le titre s'étale sous ses yeux. La famille qui... Soudain, un bruit inhabituel attire son attention. Il se retourne, un jeune homme, comme on en rencontre tant dans le quartier, là, sur sa gauche, avec un air bizarre. Que veut-il ? Un revolver se trouve déjà braqué sur lui. Il lâche le journal, lève les bras comme pour se protéger, tandis que 2 autres inconnus s'approchent aussi du véhicule. Quand il comprend, il est trop tard. En une fraction de seconde, les coups partent à bout portant. 2 détonations couvertes par le cri horrifié de sa femme au balcon du 4e étage. Les agresseurs arrachent le corps de l'habitacle et le jettent sur le bitume. Ils montent dans la voiture et démarrent en trombe. Sur le parking, à côté du corps agité de soubresauts, les pages ouvertes du journal couvertes de sang, où l'on devine ce titre, « La famille qui avance et la famille qui recule ». Voilà, si j'ai tenu à ouvrir cette rencontre en musique et par l'écriture, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que je me rends compte qu'il est beaucoup plus difficile de parler d'un livre que l'on a écrit soi-même que du livre des autres. Ça, c'est assez évident et non pas paniquant, mais un tout petit peu angoissant. D'une part parce que le livre, on le porte dans son corps, dans son cœur, dans sa chair, et celui-ci vient de sortir, donc il est comme un ami connu et inconnu pour moi. Et puis d'autre part parce que ces sujets que l'on a chevillés au corps sont des sujets qui sont graves, bien entendu, et qu'à tout moment on peut se laisser attraper par l'émotion. Ce livre qui vient de paraître appartient à une collection, la collection Ceux qui ont dit non, chez Actes Sud Junior. C'est une collection qui compte maintenant 35 ou 36 titres, je ne sais plus exactement. Et là, je vous ai préparé un petit visuel qui intègre donc pas mal de couvertures. Alors vous voyez en haut à gauche ce Lounès Matoub, non au feu de Dieu. À côté de lui, Angela Davis, non à l'oppression. Jacques Prévert, non à l'ordre établi. Et puis bien d'autres personnages. Pour ma part, c'est le 3e livre que j'écris dans cette collection. Vous voyez tout en bas à droite de ce carré Federico Garcia Lorca, non au franquisme. Et juste au-dessus de lui, Victor Rala, non à la dictature. Cette collection, j'en dis quand même un mot, elle a été créée par Muriel Zac il y a exactement 10 ans.
lorsque, après un déjeuner amical avec l'éditeur Thierry Magnier, qui dirige Actes Sud Junior, au cours de la conversation, Thierry Magnier fait remarquer à Muriel qu'un de ses fils, rentré de l'école la veille, lui a dit Papa, tu sais, je sors d'un cours d'histoire et j'ai rien compris. De Gaulle, il était de droite ou il était de gauche? Et en racontant cette anecdote, eh bien, Muriel Zac et Thierry Magnier se sont dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose pour la jeunesse de ce pays et raconter des histoires, je dis bien des histoires et pas des documentaires, qui soient là pour tenter de réconcilier, si la chose est possible, les jeunes et la politique au sens large du terme. Avec peut-être aussi cette idée que le discours qui consiste à dire tous pourris, etc., voyez, ne fait pas avancer les choses et que si l'on veut que les jeunes d'aujourd'hui soient de vrais citoyens de demain, eh bien, il faut leur apporter des nourritures, pas forcément spirituelles, mais en tout cas littéraires, idéologiques, réflexives. Et donc, Muriel a eu l'idée de créer cette collection, Ceux qui ont dit non, qui se présente sous la forme de courts romans. Ça fait moins de 100 pages. Je dis bien des romans historiques. Hein, ce ne sont pas des documentaires. Donc, dans un livre comme celui que je vous présente aujourd'hui, je crée des situations qui sont documentées. Le chapitre que je vous ai lu, qui est le chapitre d'ouverture, est, j'allais dire, rigoureusement documenté, mais je ne suis pas sûr que le personnage qui va être abattu ce jour-là ait écouté y dire à la radio, comme je l'ai dit. Mais par contre, il le connaissait, c'était l'un de ses amis, et il partageait les mêmes combats que lui. Donc, il s'agit de romans historiques, et ces romans historiques sont suivis d'un dossier à caractère, alors plutôt journalistique, réflexif, qui s'intitule « Eux aussi, ils ont dit non ». Donc, qui dit non aujourd'hui à la dictature? Qui dit non aujourd'hui à l'ordre établi? Qui dit non à la déforestation et prolonge le combat de Chico Mendes? Qui dit non à la guerre et prolonge celui de Jean Jaurès? Qui dit non aux avortements clandestins aujourd'hui dans le monde et prolonge le combat de Simone Veil, etc. Vous voyez ? Bon, je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous sentiez quelles sont les valeurs qui président à la création de cette collection et à son développement. Les derniers titres publiés, juste avant le mien, c'est ce très beau Angela Davis, Non à l'oppression, et ce Jacques Prévert, Non à l'ordre établi, que Muriel Zac a elle-même rédigé. Alors, Lounès Matoub, Non au fou de Dieu. Pourquoi est-ce que je l'ai écrit ? D'abord, vous dire, mais vous le savez, puisque je ne viens pas pour la première fois ici, que depuis une dizaine d'années, moi, je me suis attaché, ce n'était pas un projet au départ, mais les choses se sont installées comme ça dans ma vie, à raconter la vie des poètes assassinés. Au fond, c'est le 5e poète, écrivain, chanteur aussi, assassiné. J'ai commencé avec Victor Jara, le chanteur et guitariste chilien, assassiné par les sbires de Pinochet sous la dictature chilienne qui fait suite au coup d'État du 11 septembre 1973. 2 ans plus tard, j'écrivais ce Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, Non au franquisme, et je racontais une histoire qui ressemble un peu à la première, hein, avec des structures narratives très très différentes les unes des autres, mais quand même ce même combat pour la liberté, pour le théâtre pour tous, cette affirmation des valeurs de la démocratie chez l'un comme chez l'autre. Et puis il y a eu un 3e livre qui n'est pas paru chez Actes Sud, que j'ai consacré à une jeune résistante juive allemande, Marianne Cohn, dont je ne connaissais qu'un seul poème, celui qu'on avait trouvé dans la poche d'un petit garçon qu'elle avait sauvé de la mort, avec parmi 200 enfants environ qu'elle a sauvés avant d'être arrêtée par les nazis et exécutée dans des circonstances assez horribles du côté d'Annemasse, en Haute-Savoie. Et puis Max Jacob, avec le carnet retrouvé de Monsieur Max, livre dans lequel je me suis glissé dans la peau de Max, ou je ne sais pas si c'est pas lui qui s'est glissé dans la mienne, mais au point que
la confusion des identités était parfois totale. Je me souviens avoir entendu ma femme me dire, alors que nous étions au restaurant, si seulement on pouvait passer un repas tous les deux, simplement. Voilà. Mais donc c'était un voyage comme ça dans la conscience de Mac Jacob, et j'ai l'impression de n'en être jamais totalement revenu de ce voyage. Et puis il y avait un personnage, Lounès Matoub, qui me tenait vif depuis très très longtemps, que je voulais absolument, sur lequel je voulais absolument écrire. D'une part parce que j'aime ses chansons, que je les écoute depuis l'adolescence. D'autre part parce que je me souviens très bien des événements qui ont entouré la prise d'otage dont il a été victime, puis son exécution en 1998. Je me souviens du journal télévisé de cette époque. Je me souviens aussi de l'avoir vu sur plusieurs fois sur des plateaux de télévision en France. Je ne l'ai jamais rencontré, mais quelque part, j'ai eu le sentiment pendant longtemps d'avoir un grand frère, vous voyez, comme ça. Un grand frère kabyle, moi qui ne suis pas kabyle. Mais comme j'avais eu un grand frère andalou et un grand frère chilien. Puis d'un seul coup, le temps passe et vous vous rendez compte que vous êtes plus âgé que ne l'était ce grand frère lorsqu'il a disparu, et qu'en quelque sorte, c'est vous qui êtes devenu un peu le grand frère, et que vous pouvez faire quelque chose pour celui ou celle qui vous a tellement apporté par la littérature. Donc j'avais envie depuis longtemps d'écrire un livre sur Lounès Matoub. J'avais envie de le faire dans cette collection, celle-ci, vous voyez, parce que je me disais que c'était bien de s'adresser à la jeunesse. Mais il a fallu le 13 novembre 2015 et une nuit d'angoisse, comme beaucoup d'entre nous, parce que nous habitons tout près du Bataclan, que des jeunes étaient ici ou là, peut-être au concert, et qu'il fallait prendre pendant la nuit des nouvelles des uns et des autres, en essayant de se rassurer et de rassurer les proches, sans y parvenir d'ailleurs, pour qu'au matin, je me dise, il est urgent d'écrire sur ce sujet. Alors j'avais déjà écrit des poèmes, toute une série de poèmes, j'en ai écrit d'autres, même pendant ce week-end-là. Mais j'ai pensé que la poésie ne permettait pas de mettre en œuvre ou de démonter les rouages qui mènent au terrorisme, les rouages psychologiques, sociétaux, idéologiques, politiques, culturels même, qui mènent au fanatisme, à l'intégrisme religieux. Je cherche les mots, vous voyez, je les cherche encore. Et qu'il fallait donc une histoire à portée d'hommes et d'adolescents pour essayer d'entrer dans cette complexité-là. Et pour cela, je voulais trouver un personnage qui dise non au fanatisme religieux, à l'intégrisme, et non pas simplement aux islamistes, mais à tous les fanatismes. Et pour éviter les confusions, immédiatement, je me suis dit qu'il fallait que ce personnage soit issu de la société musulmane. C'était le cas de Lounès Matoub, kabyle, donc algérien, avec une mère pratiquante, voilà. Et donc il a été élevé dans l'islam. Sans doute est-il allé à la mosquée avant de choisir une voie indépendante et peut-être celle d'un athée. Je ne sais même pas exactement quelle était sa position religieuse, mais en tout cas l'affirmation d'une liberté et j'allais dire le refus de toute forme de reddition chez lui. Donc très vite, l'idée d'écrire sur Lounès Matoub s'est imposée. Donc dans ces cas-là, que fait-on ? On prend quelques notes, on vérifie ses intuitions, on cherche une manière d'attraper le sujet, et puis après on prend son téléphone et on appelle l'éditeur. Voilà. Et l'éditeur m'a dit, mais donne-moi un argument, parce qu'il y a plein d'autres personnages qui ont dit non, et puis c'est un sujet extrêmement complexe. Donc c'est un sujet difficile, c'est même un sujet délicat, voilà, pour ne pas dire davantage.
Et je lui ai dit, bah, écoute, je suis tombé sur une histoire qui sera une histoire dans l'histoire. L'histoire d'une amitié née dans l'enfance de Lounès Matoub ou dans l'adolescence, qui va se retourner contre lui un peu plus tard. À savoir que sa famille a hébergé un sportif de haut niveau, kabyle, qui représentait les espoirs de la Kabylie, non pas sur les rings, mais sur les tatamis de toute l'Algérie, puis de toute l'Afrique, et puis même du monde entier, puisque cet ami d'enfance en question était le meilleur judoka de sa génération, X fois champion d'Algérie, 2 fois champion d'Afrique, ou 4 fois, je crois, 2 ou 3 fois, et 2 fois sélectionné aux Jeux Olympiques. Et Lounès Matoub, qui était passionné par le sport, et qui savait que le sport permettait des victoires symboliques du peuple kabyle, contre parfois la domination du monde arabe en Algérie et au-delà, eh bien, a accompagné ardemment ce jeune sportif. Mais voilà, lorsqu'il a été, quelques années plus tard, arrêté, pris en otage, parmi ses ravisseurs, sous la cagoule et la barbe, mais avec le fusil à canon scié bien rivé à l'épaule, il y avait ce jeune homme. Donc ça, je l'ai découvert un peu en creusant les choses. Puis j'ai découvert aussi que ce jeune homme, en gros, avait mon âge et qu'il était toujours en vie, bien sûr, heureusement pour lui, et qu'il avait, on pourrait dire, pignon sur rue. Donc, vous voyez, donc j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait une histoire dans l'histoire que je voulais raconter et qui permettait aussi d'expliquer le basculement. Comment se fait-il qu'un individu, à un moment donné, abandonne ce pourquoi il vit pour basculer dans une autre cause. Voilà, et c'est comme cela que, j'allais dire, j'ai emporté l'adhésion de mon éditeur, qui m'a dit oui, vas-y, on fait ce livre, et ce livre vient donc tout juste de sortir. Alors, qui est Lounès Matoub ? Cette photo qui m'était envoyée il y a 2 ou 3 jours a été prise dans un café parisien, je crois du côté de Stalingrad. On y voit tout simplement Lounès Matoub. Voilà, elle n'est pas très nette, mais elle pourrait avoir été prise dans des dizaines et des dizaines de cafés fréquentés par des Kabyles ou tenus par des Kabyles. Je ne pense pas qu'il y ait une ville en France où il n'y ait pas quelque part une photo de Lounès Matoub. Il est l'icône de tout un peuple. Songez qu'il est mort en 98, donc il y aura 20 ans, il y a 20 ans, enfin il est mort le 25 juin 1998, et que en Kabylie et même en France, tous les adolescents le connaissent. Il m'est arrivé de discuter de lui avec des adolescents qui me disaient, des garçons de 14 ans, hein, ah mais attends, mais moi je l'écoute avec mon téléphone. Et on a passé des heures à écouter des chansons, à regarder des vidéos postées sur YouTube ou ailleurs, et à partager un enthousiasme jusqu'au moment où on parle de la mort de Lounès Matoub, et là, soit il y a un silence, soit il y a une interprétation, il y a une nervosité, une fragilité qui s'installe, et puis souvent des désaccords avec, je me souviens, une discussion avec 2 frères qui avaient la même passion pour le chanteur, mais dès lors qu'il s'est agi d'évoquer sa disparition, ils avaient chacun une interprétation, et ces 2 interprétations étaient apparemment incompatibles. Lounès Matoub, c'est aussi lui que l'on voit sur ce graphe qui est quelque part à Belleville, et qui est sur un mur qui est régulièrement peint, et ce graphe revient sans cesse. Ça fait des années que je le vois, que je le prends en photo. Je ne sais pas qui en est l'artiste, mais en tout cas l'artiste a tenu, vous voyez, à faire figurer ses dates de naissance, son nom, ces 2 portraits qui semblent se regarder, l'un dans l'ombre, l'autre dans la lumière. C'est assez, je trouve ça assez beau. Et puis les dates, et surtout le terme en dessous, vous voyez, vous avez rock'n'roll. Alors sa musique, c'est pas du rock'n'roll, c'est plutôt la musique shahabi, hein, la musique kabyle. Mais vous voyez aussi Amazirt, c'est-à-dire c'est la culture Amazirt, celle des Berbères. Et je dis au passage
que ce chanteur qui est né le 24 janvier 1956, il n'était pas très âgé quand il a été assassiné, est né donc dans un petit village de Kabylie, tout près de Tizi Ouzou, un petit village qui s'appelle Taouirt Moussa. Il y a grandi, il a été élevé dans l'école des Pères Blancs. Nous sommes évidemment pendant la guerre d'Algérie et puis juste après l'indépendance, donc il suit l'école des Pères Blancs. Et il va avoir la vie d'un petit garçon d'une famille pauvre, avec un papa qui est parti pour la France, alors qu'il était un jeune garçon, qui va fonder un autre foyer en France et qui va revenir plus tard et qui revient de temps en temps l'été. Et au point qu'un jour, Lounès Matoub dira « Ah, moi, mon père, il a le visage des mandats, du papier jaune des mandats qu'il nous envoie. » J'ai imaginé une scène dont je vais vous lire un court passage et que j'ai intitulé « Fils de village ». 24 janvier 1966. Ce matin, un garçon du village de Taouirt Moussa en Kabylie se rend à l'école des Pères Blancs. Le temps est glacial, les montagnes environnantes sont plongées dans la brume, de grandes flaques d'eau noire l'obligent à zigzaguer sur le sentier. Ses chaussures prennent l'eau. Sous le pantalon trop court, le froid mord ses mollets. Comme chaque matin depuis la reprise de janvier, il arrivera trempé à l'école. Et dire qu'il pourrait rester au chaud à la maison avec sa petite sœur Malika et grand-mère Secoura, qui lui raconterait des histoires d'autrefois, ou bien faire l'école buissonnière et passer sa journée à battre la campagne comme il le fait parfois à la belle saison. En chemin, les pensées du garçon filent comme les nuages d'un ciel d'orage. Je passe une petite page. En gravissant la pente qui mène à l'imposant bâtiment de l'école des Pères Blancs, le garçon songe aussi à son propre père, qu'il ne connaît pour ainsi dire pas, contre lesquels il éprouve une colère sourde, qui lui a valu un jour d'exclusion le mois dernier après une bagarre avec 2 imbéciles de sa classe, le traitant de fils sans père. Cela, Lounès ne l'a pas supporté. Il a foncé sur le plus costaud des deux et lui a ouvert l'arcade sourcilière d'un coup de poing, tandis que l'autre détalait sans demander son reste. Ce jour-là, il s'est fait punir par les maîtres, mais il s'en fiche. Si c'était à refaire. En franchissant les grilles de l'école, Lounès sent que sa joie d'avoir aujourd'hui 10 ans est ternie par le méchant souvenir de la bagarre. Ses poings se serrent à nouveau. Oui, je suis un fils sans père. Et alors, ça vous dérange ? Mon père, si vous voulez le savoir, c'est une petite feuille jaune qui arrive chaque mois à la maison, celle des mandats qu'il nous envoie depuis Paris, où il a fondé une autre famille. Et ces poings d'enfants rebelles ? Ces poings d'enfants sans père, ces poings seraient prêts à cogner, et à cogner encore, si les autres continuaient à se moquer des siens. Alors les siens, bien entendu, c'est cette mère Courage qui l'élève avec sa petite sœur et la grand-mère qui est là, cette mère qui travaille dans les champs et qui lui fait découvrir aussi les trésors de la chanson kabyle. C'est cet oncle, l'oncle Bospaïl, qui était l'un des guitaristes, l'un des chanteurs les plus réputés de Kabylie, et qui lui est parti tenter sa chance en France, et jouant dans les cafés de Barbès, et puis qui reviendra malade, usé, un peu abîmé par l'alcool, et qui finira sa vie en Kabylie. Mais les siens, bien entendu, c'est aussi le peuple kabyle, la culture amazigh, la langue qu'il s'agit de défendre, après la grande déception qu'a suivi l'indépendance, puisque le peuple kabyle, après l'indépendance de l'Algérie, ne se voit pas reconnu dans la constitution algérienne. Ni le peuple kabyle, ni les femmes, puisque, vous le savez, les femmes étaient considérées comme des sujets mineurs par la constitution algérienne. Le sont-elles encore ? Et la langue berbère, kabyle, dont le peuplement, évidemment, historiquement, est bien antérieur à la présence arabe dans cette région du monde, eh bien, n'est pas non plus reconnue.
Et à la fin de ce chapitre, le jeune garçon voit arriver dans sa classe celui que l'on appellera l'instructeur coranique, le directeur de l'école. J'ai imaginé une scène, mais une scène qui est complètement conforme à la réalité, puisque, en effet, on a demandé en Kabylie à ce que tous les Kabyles sachent désormais parler l'arabe, ce qui n'était pas le cas. Et donc le directeur reprend la parole. Nous l'avons expliqué à vos familles en début d'année scolaire. Voyons, le gouvernement a décrété que tous les Kabyles devaient désormais parler l'arabe comme le reste de la population algérienne. Monsieur Tariq Al-Ansari est là pour vous l'enseigner. Je vous demande de lui faire bon accueil. De la place qu'il occupe au fond de la classe, Lounès aperçut le trouble qui s'est emparé du père Antoine. Le garçon détaille le nouveau venu de la tête aux pieds. Le raffinement de ses vêtements contraste avec la misère qui se cache sous la blouse grise des écoliers. Ses mains fines et soignées, ses index levés et joints devant des lèvres closes, ses yeux qui paraissent scruter la classe, l'impression de dédain qui émane de sa personne. Non, l'homme racé qui se trouve devant lui ne lui dit rien qui vaille. D'un geste de la main, Tariq Al-Ansari interrompt soudain le père Antoine et prononce une seconde phrase en arabe, beaucoup plus longue que la première. Il se tourne alors vers un garçon qui semble l'avoir comprise et l'invite à traduire ses propos. Le garçon hésite, intimidé, puis se lance. À la fin de l'année, vous pourrez enfin lire le Coran en arabe, Inch'Allah. Voilà. Nous sommes dans une fiction, mais cette fiction, elle est, je crois, très conforme à ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc nous sommes en 1966, avec le sentiment de l'injustice qui va se creuser dans la conscience du peuple kabyle, qui va mener à de grandes catastrophes, de l'ordre notamment de la répression. Et on se retrouve là avec la conscience d'un petit garçon, en fait, qui n'est pas encore le chanteur qu'il sera par la suite, ni l'homme insurgé, mais qui va dire non à ce qui lui semble être une injustice. Pourquoi devrait-on apprendre une autre langue que la sienne ? Et injustice terrible, puisque la Kabylie a pris sa part dans la libération de la domination coloniale française. Le chapitre 3 s'appelle « Du fil de pêche et un bidon ». Et je dis au passage que, en fait, on a souvent du plaisir lorsqu'on écrit à partir sur de longs chapitres. Et puis là, j'ai voulu que le livre, c'est très court, ça fait 80 pages, mais que le livre soit aussi vif qu'un album musical de Lounès Matoub. Donc c'est une douzaine de chapitres, très rythmés. Ils ne sont pas plus longs à lire que chacun que n'est longue à écouter une chanson du chanteur. Donc en quelques minutes, c'est fait. Et c'était une manière aussi d'entrer dans cette espèce de rapidité des événements qui vont accélérer le cours des choses et rendre la vie de l'homme qui aurait aujourd'hui 62 ans exactement, il les aurait eus la semaine dernière. Et d'ailleurs, le peuple kabyle les a fêtés, ces 62 ans. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y avait des grandes manifestations à Tizi Ouzou ces jours derniers pour fêter l'anniversaire du chanteur en présence de sa mère, de sa sœur, de l'une de ses ex-épouses, etc. Et de toute cette famille réunie qui est le peuple kabyle autour de la figure la plus emblématique de sa culture. Du fil de pêche et un bidon. Pourquoi ? Parce que ce gosse de famille pauvre s'est fabriqué lui-même sa première guitare. Alors la marque, c'est Shale Motor Oil, parce que c'était tout simplement un bidon d'huile vide trouvé quelque part, sur lequel il avait fixé, comme il le pouvait, un manche en bois étendu des cordes du fil de pêche. C'était ça, sa première guitare.
Et cette première guitare, il s'en est servi. Et il a joué avec. Cela fait penser aussi, même si ça n'a pas de rapport direct, mais à ce que des auteurs comme René Depestre ou Aimé Césaire ont pu écrire sur certains objets de leur vie quotidienne ou de la quotidienneté de leurs parents. Je pense par exemple à la machine Singer qui a permis à la mère de Depestre ou d'Aimé Césaire de leur permettre de faire des études. Et donc ils ont par la suite écrit de très beaux textes pour rendre hommage à cette machine Singer qui, en quelque sorte, leur a permis de devenir ce qu'ils sont devenus. Et on pourrait imaginer la même chose. Lounès Matoub l'a d'ailleurs dans un livre qui s'intitule Rebelle et qu'il a écrit en 94-95, rendu hommage à cette première guitare. Et une petite anecdote que j'évoque en 2 lignes dans le roman. Quelle sera sa première guitare? En réalité, sa première guitare, ce sera une mandole que son père va lui offrir, mais que l'adolescent rebelle qu'il était, et tapageur, va perdre au poker. Voilà. Et donc il s'en voudra beaucoup par la suite d'avoir perdu cette guitare. Puisque je change de visuel, je vous dis au passage que ce portrait, comme tous les autres portraits de la collection, est signé François Roca, qui est je pense vraiment un immense artiste, surtout en littérature jeunesse. Et voilà, quand j'ai découvert cette couverture, je suis allé dire à François l'admiration que j'avais pour son travail, parce que je crois qu'il a saisi quelque chose de très très profond dans ce personnage, avec ce jeu d'ombre et de lumière, ce regard où se lisent à la fois la colère et les nuits passées à jouer de la musique. Enfin voilà, je trouve que c'est une réussite assez extraordinaire. Puisque nous parlons de d'enfance, eh bien nous allons écouter le début d'une chanson consacrée à une petite fille qui s'appelait Kenza. Il disait que le silence est la mort. Et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu tais, tu meurs. Alors dis et meurs. ثرقات رميات نجيم هتسجي خندث غزام دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها ثروة دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها ثروة هاكن زاير لي برازي المحنة في سفلا نغلي في الجزائر وزكا هاكن زايلي هورت رويا خاص رجال جتا تفسير في كثر تمتا ثرا خص في اللاغ قصحت يزين فشال دناج ودوان خص نقضن أشحال ذكري. En ce 5 juin 1993,
La grande maison de Taourirt Moussa, où vit l'ami du journaliste assassiné, s'emplit de paroles et de notes. Le musicien s'est emparé de sa mandole sur laquelle il cherche des accords, un crayon serré entre les dents, un rythme, une mélodie, une façon de surmonter l'effroi, de ne pas céder à la terreur qu'ils instaurent, de leur dire, sans courber l'échine, le combat pour la liberté continue. Vous avez tué un être magnifique, mais d'autres êtres magnifiques se lèveront pour dire non à la folie meurtrière que vous exercez au nom de Dieu. Les premiers mots de la chanson sont venus très vite ce jour-là, comme une pluie d'orage sur la page blanche d'un cahier à spirale. Le ciel est trouble, il se fissure. La pluie a levé la tombe. Même si la dépouille s'étiole, l'idée ne meurt jamais. Le musicien ferme les yeux. Il respire profondément pour contenir l'émotion qui le submerge. Le visage d'une petite fille vient de traverser son esprit. Son prénom s'est glissé dans ses pensées, celui de Kenza, l'une des filles de Tahar Djaout. C'est à elle qu'il adressera cette chanson. C'est pour elle qu'il chantera bientôt ce texte en public. Kenza, ô ma fille. Couplets et refrains s'enchaînent sur la page. Les mots du poète redonnent vie au journaliste assassiné. Le nom de Kenza émerge entre les ratures. Une voix venue de l'au-delà s'adresse à l'enfant de 3 ans. Un homme révolté s'indigne des larmes qui ravagent le visage d'une petite fille. Kenza, ô ma fille, la cause pour laquelle nous sommes tombés, c'est l'Algérie de demain. Puis, sous les derniers vers de la chanson qu'il vient de composer, le musicien trace d'une main sûre les lettres de son propre nom. Des lettres de sang, comme pour assurer l'ami disparu d'une présence à ses côtés. Des lettres d'amour pour protéger la petite Kenza. Alors ce chapitre et cette chanson, et puis cette évocation de la jeunesse de la chanson, évidemment sont en lien avec le premier chapitre que je vous ai lu tout à l'heure, qui évoquait non pas la mort de Lounès Matoub, mais celle de Tahar Djaout. Quelques années auparavant, Tahar Djaout, c'est ce journaliste magnifique, romancier, poète, romancier publié d'ailleurs en France. Ses livres étaient publiés, je crois, aux éditions du Seuil, ses poèmes aux éditions Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelle aujourd'hui Le Cherche-Midi. Et il a été assassiné donc en mai 1993, dans les circonstances que j'ai évoquées dans ce premier chapitre, sous les yeux de sa femme et de ses 3 petites filles, dont la plus jeune se nomme Kenza. Et il se trouve que Tahar Djaout, d'abord, était un ami de Lounès Matoub. Les 2 hommes se connaissaient très bien. Lorsque Lounès était en voyage en France, partout dans le monde pour des concerts, eh bien, quelqu'un lui rassemblait les textes et les articles des journaux dont Tahar Djaout était chroniqueur ou rédacteur, ou parfois rédacteur en chef. Et il avait le sentiment, à l'image de cet article, la famille qui avance et la famille qui recule, d'être face à une grande voix progressiste de l'Algérie moderne. La mort de Tahar Djaout, en mai 1993, eh bien, marque le début d'une catastrophe. Ce n'est pas tout à fait le début de la catastrophe, mais nous sommes vraiment au début de la période la plus noire de l'histoire de ce pays, avec des vagues d'attentats pendant 10 ans, vous vous en souvenez, des dizaines, des centaines de milliers de morts, et une espèce de ligne de faille qui traverse toute la société algérienne, du plus haut niveau de l'État jusqu'à l'homme de la rue. Je crois pouvoir dire sans excès que pas une personne ne peut se sentir concernée, ne pas se sentir concernée par cette tragédie. Toutes les familles algériennes ont été touchées. Et Tahar Djaout, en fait, marque le début de ce sort tragique réservé aux intellectuels. Il est le premier intellectuel de cette décennie noire à être tombé sous les balles des terroristes. Beaucoup d'autres vont suivre. J'ai eu l'occasion de travailler pour ma documentation. J'ai utilisé notamment des ouvrages que je suis allé chercher en Algérie, parce qu'on ne les trouve pas facilement ici.
et notamment un ouvrage d'un journaliste algérien que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Lazari Lapter, qui a écrit une espèce de livre noir de la décennie noire, justement, sur les journalistes algériens assassinés. Vous avez en couverture du livre quelque chose qui ressemble à la mosaïque que je vous ai montrée, mais c'est une mosaïque en noir et blanc immense, parce que ce sont des centaines et des centaines de journalistes qui sont tombés sous les balles des uns ou des autres. C'était les fanatiques religieux, le GIA, le groupe islamiste armé, ou bien le pouvoir. C'est-à-dire deux vagues qui s'opposaient, mais qui se sont conjuguées et qui se sont alimentées l'une l'autre, avec parfois une forme de, je n'ose pas dire de connivence, mais une sorte de connivence dans de connivence ou de conjonction en fait très très forte. Au point que, par exemple, on ne sait pas aujourd'hui qui a assassiné Lounès Matoub le 25 juin 1998. Les uns pensent que ce sont des fanatiques religieux. Les autres sont persuadés que c'est le pouvoir qui a décrété cette mise à mort. Et certains vont penser et vont même dire que ce sont des agents du pouvoir déguisés en islamistes et d'autres des islamistes déguisés en agents du pouvoir. Donc voilà. Ces jours derniers, on est vraiment là dans une actualité que je n'avais pas imaginée, mais Malika Matoub, la sœur de Lounès Matoub, qui est plus jeune que lui, a annoncé qu'elle ferait prochainement des révélations et qu'il y avait de nouvelles pièces apportées au dossier de cette exécution. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que aucune enquête n'a réellement été faite. Les circonstances de sa mort, elles sont très connues. C'était un jour d'été. Lounès Matoub était en Kabylie, chez lui, à Taourir Moussa, dans sa grande maison, avec Nadia, la jeune femme qu'il venait d'épouser, et dont il espérait qu'elle obtiendrait un passeport pour la France, parce que la situation était devenue pour elle et pour lui extrêmement dangereuse. Et ils étaient dans l'attente de ce passeport, de ce visa qui lui permettrait de se mettre à l'abri en France. Et ce jour-là, eh bien, ils ont envie de prendre le parti du bonheur et de la vie. Et donc Lounès dit, on va manger dans le meilleur restaurant de Tizi Ouzou et allez, on invite tes sœurs. Et ils prennent la route, non pas la route directe, mais on passe par la montagne, petite route de montagne pour éviter les risques de barrage, etc. Et puis dans un virage, eh bien, sans doute a-t-il vu d'abord briller quelque chose dans la lumière du soleil, et ceux qui ont déchargé leur chargeur de mitraillettes sur la Mercedes de Lounès Matoub ne lui ont laissé aucune chance, puisque cette Mercedes qui est toujours exposée, enfin qui est devant la maison familiale à Taourir Moussa, compte 70 impacts de balles. Voilà, c'est assez terrifiant. Et lui va être tué. Nadia va être grièvement blessée, ses deux sœurs aussi. Mais toutes sont aujourd'hui en vie et ont témoigné par des publications, etc., mais sans qu'on puisse identifier réellement les coupables et sans qu'aucune enquête balistique, ni quelque enquête que ce soit, n'ait été diligentée par les autorités algériennes. Alors, pourquoi cette situation extrêmement compliquée ? Eh bien, pour une raison toute simple, pour une raison que lui-même formule dans une discussion avec ce judoka qui était d'abord son ami. Il lui dit « Je ne me bats pas contre un être humain, je lutte contre un monstre à deux têtes, le pouvoir et l'intégrisme islamiste. » De sorte qu'au fond, il se battait contre deux murs qui se rapprochaient
de plus en plus de son espace vital et que cela rendait les conditions de sa survie plus que délicates. Les valeurs qui animent Lounès Matoub, quelles sont-elles? Parce que j'ai parlé un peu de la culture amazigh, j'ai parlé un peu de la situation particulière des Kabyles en Algérie. J'ai brièvement évoqué la guerre d'Algérie qui joue forcément un rôle aussi dans cette histoire. Mais je n'ai pas parlé de deux choses qui sont vraiment, je crois, complètement fondamentales. La laïcité, la question de la laïcité, qui est au cœur vraiment de sa démarche. Et deux, la situation des femmes. Et si vous le permettez, je voudrais m'arrêter sur une scène que j'ai imaginée. Lorsque j'écrivais ce livre, je savais que je voulais, ici ou là, un peu partout dans mon roman, semer des petites choses sur la relation qu'il entretenait avec les femmes et ce qu'il pensait réellement de la place que les femmes, notamment les femmes kabyles, devaient occuper dans la société. Donc j'ai pu collecter ici ou là des informations. J'ai lu les traductions, parce que je ne parle pas la langue amazigh, donc j'ai lu les traductions de ces chansons, notamment d'une chanson qui s'intitule « Libre et belle », où il en appelle de façon extrêmement claire à la liberté, y compris la liberté d'aimer, la liberté sexuelle des femmes, et la liberté de s'habiller comme elles le souhaitaient, etc. Et donc j'ai imaginé des scènes à plusieurs reprises dans le roman pour essayer de mettre en évidence cette pensée qui traverse toute son œuvre musicale. Quand je dis musicale, je devrais dire poétique, parce qu'il est considéré comme un très grand poète. Il l'est réellement. Alors, le passage que je voudrais vous lire, le voici. Nous sommes en 1994, le 25 septembre 1994. Au petit matin, la Mercedes de Lounès Matoub file à toute vitesse en direction d'Alger, avec 3 personnes à bord, Lounès et 2 de ses amis. Où vont-ils? Eh bien, ils se rendent à l'hôpital, où le vieux papa de Lounès Matoub est en train de mourir. Et Lounès va voir ce père avec lequel il a eu, tout au long de sa vie, quand même des relations difficiles, et les 2 amis l'accompagnent. Et puis, tout ce que je vous dis là, c'est exact et précis. Et puis voici la scène que j'ai imaginée. Je ne sais plus si je l'ai imaginée. Parfois, j'ai l'impression de l'avoir moi-même vécue. Eni et Jamel, donc les amis en question, sont sortis fumer une cigarette à l'extérieur du bâtiment, laissant seuls le père et le fils au moment des adieux. Lounès en est ressorti chamboulé. Il s'est trompé d'ascenseur, s'est égaré dans l'hôpital pour se retrouver à l'étage du service de gynécologie. La scène à laquelle il vient d'assister l'a mis hors de lui. Dans un couloir transformé en salle d'attente, un barbu en djellaba s'en est pris à l'interne en blouse blanche venu chercher sa femme pour une consultation d'urgence. Non, sa femme ne sera pas auscultée par un homme. Non, elle n'enlèvera pas son hijab devant lui. Non, ce mécréant ne la touchera pas. Quand l'interne lui a dit poliment que c'était toujours ainsi à l'hôpital, que des hommes soignent des femmes et que des femmes peuvent aussi soigner des hommes, le barbu fanatique s'est approché de l'interne jusqu'à le faire reculer contre le mur. Avec le pouce de sa main droite, il a mimé le geste de se trancher la gorge. « Si tu touches à ma femme, Inch'Allah, je te jure, je te tue. » La femme, voilée de la tête jusqu'aux pieds, a alors désigné du doigt la sortie. Un instant, Lounès les a suivis du regard. Entre les pas de la femme voilée, des taches de sang maculaient le sol. La Mercedes fonce maintenant vers l'est. De lourds nuages noirs s'amoncellent dans le ciel. Lounès ronge sa colère en appuyant sur l'accélérateur sans prendre garde aux limitations de vitesse. Mais il est bientôt obligé de réduire sa cadence, car une pluie battante s'abat sur la route. Eni et Jamel somnolent, bercés par le crépitement de la pluie. Lounès enclenche une cassette dans l'autoradio, musique en sourdine, essuie-glace à toute volée, il rentre chez lui.
En écoutant les rythmes de la musique shahabi, une expression hante son esprit. Libre et femme. Quel beau titre de chanson ce pourrait être. Ses doigts pianotent sur le volant de la voiture. Les idées se bousculent dans sa tête. Des mots lui viennent aux lèvres. L'envie de composer une chanson le démange. Une chanson entière vouée à l'émancipation des femmes, à l'évocation de leurs désirs, à leur volonté de s'affranchir de la domination masculine, à la nécessité dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui de reprendre possession de leur corps. Un texte pour les aider dans leur combat contre le machisme imbécile. Un poème pour faire la nique aux primates qui les asservissent au nom de Dieu, qui les consigne à la cuisine, les laisse dans l'ignorance, les transforment en fantômes et ne les déshabille la nuit venue que pour en faire des réceptacles de leurs semences fanatisées. J'ai été invité dans un collège il y a quelques jours. C'était au moment du Nouvel An berbère, donc une petite ville du sud de la France m'a invité pour 3 jours de rencontres autour de ce livre qui sortait. Et les élèves de 3e qui avaient travaillé avec leur professeur, probablement quelques jours avant ma venue, avaient beaucoup de questions à me poser sur ce passage. Et en particulier, et le professeur aussi, en particulier sur le geste de la femme. La femme qui ne dit pas un mot, mais qui, dans le service gynécologie, va montrer du doigt la sortie. Donc la question des élèves et de leurs professeurs, auquel je me suis bien gardé de répondre, c'était mais que signifie ce geste? Est-ce que c'est un geste de soumission ou est-ce que c'est un geste d'insoumission? Pourquoi ne parle-t-elle pas? Pourquoi montre-t-elle du doigt la sortie? Et que va-t-il se passer puisqu'elle part sans être soignée? On voit les taches de sang derrière elle, etc. etc. Donc j'ai trouvé ça, c'était vraiment très intéressant comme questionnement. Et je leur ai simplement dit que j'avais réécrit 3 ou 4 fois ce passage. Que j'avais essayé de la faire parler, mais ça ne marchait pas. Non. À un moment donné même, elle tirait sur la manche de son mari fou de rage contre l'interne de l'hôpital. Non, ça n'allait pas non plus. Et puis elle montrait du doigt, de la main, du bras à la sortie, où elle partait toute seule. Non, mais ça non plus. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la cohérence de mon récit. Et donc il y a eu juste à la fin ce geste du doigt, vous voyez, à minima, ce geste du doigt qui montre la sortie. Et puis un garçon a dit, mais ça veut dire que les femmes montrent une sortie de crise. Donc il y a eu une discussion comme cela dans la classe et j'ai trouvé évidemment que c'était non seulement intéressant, mais que ça servait exactement à ça, la littérature. Voilà. Alors ce même jour, après ces 2 heures passées sous la pluie battante, dans cette route qui le ramène où il vient de dire adieu à son père, sans savoir qu'il vient de lui dire adieu, mais en réalité il ne le reverra pas, l'un des drames de sa vie va se produire. Avant d'arriver au village de Taouirt Moussa, du côté de Tizi Ouzou, il décide de s'arrêter dans un café en disant on va aller boire un coup, et la flotte, on en a eu assez. Donc après cette journée, un bon whisky serait vraiment le bienvenu. Et c'était un amateur de whisky. Et c'est là que les choses vont basculer. 2 minutes plus tard, les 3 amis sont assis à la table du café. Lounès vient de commander un scotch. À votre santé, les amis. Ils ont à peine fait teinter leur verre qu'un bruit énorme retentit à l'entrée du bar. En une fraction de seconde, des hommes font irruption dans la salle. Ils sont une quinzaine, armés de carabines et de fusils à canon scié. L'un d'eux tient un poignard. Un autre clame leur appartenance au GIA. Plusieurs types font le guet à l'entrée de l'établissement. 5 ou 6 d'entre eux fouillent les clients du bar sans ménagement. Effroi, consternation, peur du dérapage. Un geste et tout s'achève dans un bain de sang. C'est lui, c'est Matoub,
2 terroristes s'emparent de Lounès et le font asseoir à l'écart des autres clients, tandis que leurs complices saccagent le bar. Bouteilles d'alcool brisées à coups de crosse, verres jetés au sol, nourriture et recettes de la journée dérobées. Ceci est le dernier avertissement, lance l'un d'eux au cafetier. L'alcool est interdit par la charia. Si tu t'avises d'en resservir, nous te tuerons et tes clients seront fouettés. Celui qui vient de proférer ces propos se tourne maintenant vers Lounès et pointe son fusil à canon scié sur la tempe du chanteur. Toi, l'artiste, tu te lèves et tu viens avec nous. Le temps de faire tes prières est venu. Allahu Akbar. 1 minute plus tard, la Mercedes noire démarre, précédée d'un camion où sont montés la plupart des terroristes. Sur le siège arrière de la berline, Lounès encadré par 2 hommes armés. L'un d'eux lui enfile un bandeau sur le visage, et puis plus rien. Alors, nous sommes là donc le 25 septembre 1994. Il va donc être, vous l'avez compris, il est enlevé par le GIA. Oh, ce n'est pas le premier coup dur qui lui arrive, parce que quelques années plus tôt, je crois que c'était en 88, il collait des affiches le soir, juste avant des élections, qui l'espéraient triomphales pour des représentants politiques kabyles, et une altercation avec les forces de l'ordre tourne mal, et un policier lui tire 5 balles dans l'abdomen. Il va vivre, je crois, 18 mois d'hôpital, d'abord en Algérie, puis ensuite il sera transféré à Paris, enfin dans la région parisienne. Et il s'en tirera, il s'en sortira. Il s'en sortira, et je crois pouvoir vous dire que la première fois qu'il remontera sur scène, c'était avec des béquilles et une poche intestinale. Mais cela n'a pas empêché Lounès Matoub de reprendre sa carrière et de connaître à ce moment-là des succès absolument extraordinaires. Mais là, le 25 septembre 1994, il est donc arrêté. Il va être conduit dans un endroit qui sera gardé secret, traduit devant un tribunal improvisé et condamné à mort pour apostasie. Apostasie, mais aussi, bien entendu, en raison de ses prises de position en faveur de la laïcité, des femmes, de l'alcool, du tabac, de la musique, tout simplement. Dans le même temps, la Kabylie est à feu et à sang. Et la mobilisation kabyle et les risques de dérapage, y compris de récupération politique, sont extrêmement grands. La situation est tout à fait explosive et un certain nombre de personnes disent vouloir en découdre, prendre les armes et chercher leur idole partout dans le pays. Les rumeurs les plus folles courent alors, et 15 jours après, un événement que l'on n'attendait pas se produit. Au Roi de Cœur, 11 octobre 1994. La nuit tombe sur la colline de Taourirt Mimoun, à quelques 35 km de Tizi Ouzou. Dans le cimetière de Baba Hamza, situé au centre du village, la pierre dressée d'une tombe veille sur la mémoire du peuple kabyle. Elle est celle de Mouloud Mamri, un des écrivains qu'admire le plus Lounès Matoub, mort 5 ans plus tôt dans un mystérieux accident de voiture. Un homme qui a fait plus que quiconque pour la connaissance et le respect du monde berbère. Un homme juste, un repère, un sage. Le vent du soir disperse les insectes, les fleurs libèrent leurs derniers arômes, un oiseau se pose sur la tombe. Au même moment, 2 hommes armés surgissent au Roi de Cœur, un café situé non loin de là. Ils malmènent les clients attablés, détruisent les jeux de cartes, jettent au sol tapis de jeux et dominos, saccagent le bar à la recherche de boissons alcoolisées. Soudain, un 3e terroriste surgit dans l'embrasure de la porte. D'une ruade, il fait entrer un homme aux yeux bandés qui peine à tenir sur ses jambes. Le terroriste
s'adresse alors aux consommateurs. Nous appartenons au GIA. C'est nous qui avons enlevé Matoub, Abou Allah, l'ennemi de Dieu. Nous vous le rendons vivant. À compter de cette minute, c'est vous qui en êtes responsable. Après le départ du commando, les consommateurs peinent à reconnaître le chanteur. Ses vêtements sont en lambeaux, il est livide, couvert de crasse et de vermine. Son visage est hagard, ses mains tremblent. L'être qu'ils ont devant eux paraît revenu d'entre les morts. Un vieil homme s'avance et le prend dans ses bras. « Tu es ici à Taourirt Mimoun, mon garçon. Tout va bien, tout va bien. Dieu merci, tu es sain et sauf. » Lounès chancelle. Des larmes coulent de ses yeux, mais un sourire se dessine sur ses lèvres. Taourirt Mimoun, le village de Mouloud Mamri, l'homme dont il a lu et relu les livres, la colline oubliée, le sommeil du juste. Dans le cimetière de Baba Hamza, l'oiseau vient de reprendre son vol. Parfois, les livres nous servent à payer nos dettes à l'égard de la vie. J'ai eu la chance de rencontrer Mouloud Mamri, je crois que c'était en 1988, à Cherbourg, où j'étais jeune enseignant. Et un festival du cinéma algérien avait eu lieu à ce moment-là. On avait donc invité, la ville de Cherbourg avait invité plusieurs intellectuels algériens, des réalisateurs, et j'avais eu la chance de pouvoir rencontrer, avec mes élèves, puis ensuite seul, Mouloud Mamri, donc le grand... C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a été, je pense, le premier à vraiment faire un travail de collecte des contes berbères, kabyles. On lui doit également un dictionnaire et une grammaire de la mazirte. Et voilà, c'était un homme tout à fait étonnant, avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir discuter, de passer quelques jours, et puis de correspondre ensuite. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, il est mort en Haute-Kabylie dans un accident, un étrange accident de voiture, puisqu'un arbre lui est tombé dessus au moment où il passait. Voilà. Nous allons à nouveau écouter une courte plage musicale. دونك يمي تسمع سم هذا عرضه يعني او ندويو التجديد معنا كاين شي ديال الدرغالت هادشي تشنواراويس تسقيني وسيف يوث ورتي يطيف يسنزد ذيس العراش أمي تسقيني وسيف يوث ورتي يطيف يسنزد ذيس العراش وقفلات يرمى سوريفة تزور مني مولاش ذا مزيغ ثلاش ولاش 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 ثغلي تسلنت ذقلولن ثهبي غالن ثحوزي ونذي مليكش ثغلي تسلنت ذقلولن ثهبي غالن ثحوزي ونذي مليكش ماشي ذي وثي ديلولن أرادي لالن ثين ديلولن ناد الطرش أيه روح عايدي تصارن ولا ذا ثماثن ونيوعان ويضاث يقدش نسينا كذا ساون يضر نخنوفر نزر ذاين غيتحنش
نحمل الدرز نتعقيض نتشاوى مش الطيض نتنسيد نعدى نحمل الدرز نتعقيض نتشاوى مش الطيض نتنسيد نعدى يعرق الشد ويديذ نتنادي في السميد ندكني زاد وخرفة ثمسلايت غدين جرنا بريد 17 janvier 1998. Main moite, chemise blanche flanquée de sueur, crampe abdominale, boule dans la gorge, jambes en coton, Lounès Matoub n'emmène pas large. Cette scène du Zénith de Paris, il la connaît pourtant mieux que quiconque pour y monter presque chaque année. Mais cette fois, une appréhension s'est emparée de lui. Une intense trouille comme celle qu'il éprouvait à toute heure du jour et de la nuit lors de ses semaines de détention. Et si des terroristes faisaient irruption dans le concert, si 3, 4 ou 5 types surgissaient, armés de kalachnikovs et de ceintures d'explosifs, si ces tarés ouvraient le feu dans la pénombre de la salle, sur son public, sur ses musiciens, sur lui, cible facile dans la lumière des projecteurs. Car Lounès en est certain, le terrorisme traversera la Méditerranée. Ce qui touche aujourd'hui l'Algérie contaminera d'autres pays. En France aussi, des innocents mourront. Dans la solitude de sa loge, à 5 minutes de monter sur scène, le chanteur ferme les yeux et prend de longues inspirations pour tenter de retrouver son calme. Il a bu plusieurs verres de whisky, mais il reste lucide. Pour l'heure, tu es vivant, Matoub, se dit-il à lui-même. Vivant et libre. Un miraculé, comme l'avait appelé le journaliste Patrick Poivre d'Arvor sur le plateau de TF1 après sa libération. Ce jour-là, devant les caméras, le chanteur n'avait pas louvoyé. Oui, ce sont les islamistes qui l'ont enlevé. Des types prêts à tout pour qui ce bas monde n'est que foutaise. Des fous de Dieu que seul le paradis promis par le Coran intéresse. Et lorsque le journaliste lui avait fait remarquer que de telles déclarations l'exposaient, le chanteur était resté droit dans ses bottes. Mon combat est noble. Il est juste. Mourir pour une telle cause ne serait pas un sacrifice inutile. Je continuerai à me battre. La bagarre, c'est maintenant qu'elle commence. Devant le public du Zénith, ce 17 janvier 98, mandole en bandoulière, guitare en transe, darboukas endiablé, micro en ligne de mire, la chanson est une arme. Et c'est avec elle et elle seule que je dois me battre, se dit Matoub au moment d'entrer en scène. Les premières notes fusent sous des tonnerres d'applaudissements. Les doigts courent sur les cordes. La voix légèrement éraillée embrase l'espace. Le feu de la musique shahabi se répand dans le public. Chemise blanche, pantalon noir, visage ruisselant de sueur. Lounès Matoub chante devant 2000 personnes qui l'adorent. Il chante pour les siens, la fierté d'être kabyle, le droit d'être laïque dans un pays musulman, son amour de la liberté et l'égalité entre hommes et femmes, il chante. Et son chant traverse frontières et pays, mers et préjugés. Il chante pour dire et redire encore quel est le sens de son combat. Là, je le cite. « Le berbère que je suis est le frère du juif qui a vécu l'Holocauste. Frère de l'Arménien qui a vécu le génocide de 1915-1916. Frère de Khalida Messadoui, de Taslima Nasrin, de toutes les femmes qui se battent de par le monde. Frère du Tibétain acculé au-delà des glaciers. Frère du Turc qui vécut sous le théâtre brisé de multiples dictatures. Frère de l'Africain déraciné. Nous avons en commun la mémoire de nos sacrifices. » Ce concert du Zénith, c'est son dernier Zénith en fait, le 17 janvier 1998, sera le concert au cours duquel il fera entendre, sauf erreur de ma part, pour la première fois, cette chanson dont vous avez entendu le début, qui est une chanson... Il n'y a pas plus transgressif que cette chanson-là. Elle s'appelle « Lettre ouverte au point de suspension ». C'est une reprise de l'hymne national algérien, et avec de nouvelles paroles, évidemment, et des paroles dans lesquelles il met en accusation le pouvoir
et les islamistes. C'est un texte, on va dire, explosif, et c'est la chanson pour lui de tous les dangers. Je relève simplement ces 3 phrases, du moins dans leur traduction française. L'atroce grimace de la religion sur le visage de l'Algérie. Imposture, imposture, imposture. Je vais conclure, non pas sur ces termes d'imposture, mais en vous disant simplement que dans le dossier qui fait suite à ce roman, donc ce dossier intitulé « Eux aussi, ils ont dit non », Lounès Matoub se retrouve en compagnie d'autres personnes, d'hommes et de femmes qui ont dit non au fou de Dieu. Alors, l'expression fou de Dieu, elle pose en soi problème. Une amie algérienne m'a fait remarquer que, et elle a raison, que les fous de Dieu dans l'islam, ce sont ces êtres qui ont tout quitté pour partir sur les routes, ce sont des mystiques, ce sont ceux que Kerouac appelait les clochards célestes, habités par un idéal, une spiritualité, etc. Elle a parfaitement raison, je le savais, j'ai fait le choix de prendre cette expression au pied de la lettre pour des raisons qui sont assez évidentes. Vous avez compris que la question des mots à employer était à la fois délicate et piégeuse. Donc je m'en explique dans ce petit dossier qui suit le roman. Mais il est bien évident que Lounès ne peut se retrouver qu'en compagnie de John Locke, Voltaire et beaucoup d'autres. Et donc je raconte, si vous voulez, dans ce petit dossier qui est plutôt destiné aux adolescents, que d'autres avant lui se sont battus contre cette forme d'imposture, celle que Voltaire appelait l'infâme, par exemple. Et je le fais en prenant évidemment des exemples très, très concrets. Un mot encore pour vous dire que d'autres aujourd'hui en Algérie et en France poursuivent ce combat par l'écriture. En disant cela, je pense bien évidemment au combat d'écrivains algériens, maghrébins, comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud. Le premier a été censuré, insulté, pour avoir adressé et menacé, pour avoir adressé en 2006 une lettre, je le cite, une lettre de colère et d'espoir à ses compatriotes algériens. Bon, c'est par ailleurs un écrivain tout à fait remarquable. Et cette lettre d'espoir, elle s'intitule « Poste restante Alger ». Et puis le second, Kamel Daoud, vous le savez sans doute, parce que peut-être que vous le lisez. Si vous ne le lisez pas, faites-le. Est engagé contre l'islamisme radical qu'il a connu de près. Et il se bat contre une fatwa qui a été prononcée contre lui par un imam salafiste en 2014. Et je termine simplement en vous disant que, comme Lounès Matoub, ces écrivains sont... et d'autres aussi, et puis il ne faut pas oublier le rôle des femmes dans cette histoire, mais sont les vigies de notre époque. Moi, je les vois comme ça, c'est-à-dire des veilleurs dans les temps obscurs. Et nous traversons une époque obscure, puisque l'obscurantisme fait porter son ombre nocive jusque dans nos campagnes les plus reculées aujourd'hui. Donc ce sont des veilleurs pour les temps obscurs et ce sont je dis simplement, des éveilleurs de conscience atrophiées. Voilà. Les consciences sont atrophiées et donc eux, je crois, par leurs écrits, sont une porte ouverte sur l'avenir. Donc ils sont les meilleurs peut-être garants de notre avenir en tout cas. Voilà, c'est sur leur évocation que je souhaitais terminer
cette conférence. J'espère qu'elle ne vous aura pas lassé, ni trop angoissé. Et on a le temps, si vous le souhaitez, d'un échange. Voilà, si vous en avez envie, je suis...